On va être pas mal. Bon, j'espère que ça va bien marcher. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être présents pour cette deuxième édition du Lab 3A consacrée à l'agriculture, l'agroalimentaire et l'alimentation. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Gilles Lorfèvre, je suis journaliste à Midi Libre et j'ai en charge la partie éditoriale du Lab 3A. Aujourd'hui, nous allons parler de l'accompagnement à l'installation et à la transmission. Deux points qui sont importants pour aider notamment au renouvellement des générations et puis de façon un peu plus générale pour parler de l'avenir de l'agriculture. Pour cette édition, donc, nous avons présent parmi nous dans le studio Madame Nathalie Astruc, qui est, alors que je ne fasse pas de bêtises, chargée de mission installation et transmission au pôle économie de la Chambre d'agriculture de l'Hérault. Oui, c'est ça. Bonjour Voilà. à tous. Monsieur Nicolas Roux, qui est responsable des marchés entreprises et, entreprises et professionnels agricoles du Groupama Méditerranée. C'est exact. Bonjour à tous. Bonjour. Monsieur Frédéric André, qui est directeur général de la SAFER Occitanie. Bonjour Gilles, bonjour à tous. Et Rémi Dumas, qui est secrétaire général adjoint des JA nationales. C'est exact, bonjour à tous. Bonjour. Nous aurons avec nous également pendant ce débat Madame Biard, qui est éleveuse de bovins, bonjour, qui est avec nous en visio et élue à la Chambre régionale d'agriculture. Voilà.
Messieurs, dames, merci d'être présents. Ma première question à Monsieur André. Quel rôle joue aujourd'hui la SAFER dans l'installation des jeunes agriculteurs? Tout simplement. Eh bien, écoutez, Gilles, on est sur le terrain depuis 60 ans à la SAFER, hein, et c'est d'ailleurs à l'initiative des jeunes agriculteurs en 1960 hein, que les SAFER ont été créés pour permettre l'accès au foncier. Donc nous, notre rôle, il est très particulièrement, pas seulement, mais dans faire accéder au foncier les agriculteurs qui s'installent. Également, bien entendu, travailler avec les exploitants en place sur la transmission, je crois qu'on y reviendra, mais aussi sur la restructuration permanente des exploitations pour améliorer leur viabilité économique. Alors, vous l'avez dit, Gilles, hein, on a un enjeu majeur dans cette région, comme partout en France, hein, c'est celui du renouvellement des générations. Ouais, on va avoir à faire face à cette problématique qui implique d'être tous les acteurs, tous ici autour de la table et d'autres, impliqués sur ce sujet-là. Donc il faut installer, il faut faciliter l'accès au foncier, l'accès à l'agriculture de tous ceux qui veulent et qui peuvent y accéder. Hein. On reviendra sur les publics, oui. on reviendra sur la problématique des bras. Hein, c'est-à-dire qu'on dit souvent à la SAFER, pour faire un bon projet d'installation, il faut un porteur de projet, il faut du foncier et il faut du financement. Donc c'est un peu les problématiques clés. Le foncier qui est quand même pas facile dans notre région à acquérir parce qu'on sait très bien qu'il y a une pression qui s'exerce et qu'il est immobilière entre autres et foncière. Donc aujourd'hui c'est vrai que le foncier est relativement rare et cher. Alors, comme l'a dit Dominique Granier dans l'article Midi Libre là, qui est récemment paru, la SAFER, c'est un peu la sentinelle du foncier. Pourquoi on est une sentinelle? C'est parce qu'on joue un rôle de régulation des prix. Ça fait 60 ans qu'on joue ce rôle-là. Mais vous avez raison, malgré tout, malgré que le foncier français agricole soit le moins cher en Europe, Dominique Granier a coutume de dire qu'il est encore trop cher pour la rentabilité économique, parce qu'on est toujours quand même sur ces questions de comment sortir un revenu décent pour ceux qui sont sur ce foncier. On a des problématiques de tension sur le foncier. Soit dans des zones, je dirais, à forte concurrence, hein, dans l'Auragais, dans le Gers, dans le Pic Saint-Loup, on a des concurrences fortes sur le foncier qui font que le rôle de la SAFER d'arbitre et d'orientation de ce foncier est plus difficile. Et on a bien entendu toute la problématique périurbaine au niveau notamment du métropolitain. Hein. D'ailleurs, je voudrais poser une question à Madame Biard, donc en tant qu'élue de la Chambre régionale. Bonjour, Madame Biard. J'aurais voulu avoir quelques chiffres, si c'est possible. Peut-être vous, avec une vision régionale un petit peu, savoir combien d'installations aujourd'hui ou cette année on a eu en Occitanie. Alors je sais que c'est des chiffres que vous allez sans doute recouper avec aussi la SAFER, parce qu'elle aussi a des chiffres. Les uns les autres, vous avez des chiffres, mais de façon plus globale, régionalement, combien d'installations? Et peut-être la question que je vous poserai ensuite, c'est quel profil des gens qui s'installent aujourd'hui? Alors, sur la région Occitanie, on a à peu près, je vais grossir un peu le trait, mais environ 1200 installations par an. Hein. Tout système confondu, à la fois le dispositif aidé. Je vous entends donc, pas. Excusez-moi, un peu plus. Voilà, c'est bon. Allez-y. Voilà. Du coup, on a à peu près sur la région Occitanie 1200 installations par an, tout dispositif confondu. Donc, à la fois le dispositif de l'installation aidée via la DGA. Peut-être Rémi Dumas le développera bien sûr. tout à l'heure. Et ensuite, on a tous les autres dispositifs. Alors, pourquoi différents dispositifs? Parce que le dispositif aidé demande une capacité professionnelle avec des engagements. Donc jusqu'à 40 ans, mais on a aussi des agriculteurs qui s'installent après 40 ans, donc non éligibles au dispositif aidé et qui passent par d'autres procédures, si on peut les appeler comme ça, qui sont un peu moins aidées, mais qui permettent aussi d'encourager les jeunes et les agriculteurs à s'installer. Est-ce que ce nombre d'installations est en augmentation par rapport aux années précédentes?
Oui, mais il y a quand même beaucoup de disparités selon les territoires. Oui. Et selon les cultures, enfin en tout cas les choix d'exploitation, je suppose, non? Aussi, oui, évidemment, on s'aperçoit, alors ça peut être, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le département de l'Hérault et du Gard a une bonne dynamique en termes d'installation et un taux de renouvellement, c'est-à-dire le prorata entre le départ à la retraite et les jeunes qui s'installent, assez élevé, contrairement à d'autres départements où ils n'arrivent pas à répondre à l'enjeu du renouvellement des générations. C'est le cas de la Lozère, c'est le cas de l'Aveyron, je suppose? Pas forcément. L'Aveyron a un taux de renouvellement très très bas de même pas 60%. C'est-à-dire que pour 10 départs à la retraite, il y a tout juste 6 jeunes qui s'installent. D'accord. Et alors, quel est le profil un petit peu? Parce que ces derniers temps, on entend parler effectivement de gens qui changent de métier, de changent d'orientation. On a souvent des reportages de nos confrères nationaux qui présentent effectivement ces gens qui ont changé de métier, qui souhaitent venir quitter la ville pour venir dans le monde rural. Est-ce qu'on les a? Est-ce que vous les accueillez? Est-ce que ces profils-là, vous les répertoriez aujourd'hui? Effectivement, c'est ce que nous, en politique installation, on appelle des hors cadres familiaux. Donc, c'est des gens qui ne sont pas forcément issus du milieu agricole, qui n'ont pas d'attache familiale avec le milieu agricole et qui s'installent en agriculture. Alors, on a du statut hors cadre des jeunes qui s'installent très jeunes, aux alentours des 25 ans, mais on en a aussi certains qui s'installent à l'approche des 40 ans. Qui ont un passé professionnel autre que l'agriculture et qui font le choix de la reconversion. Je dirais que peut-être ça s'est encore plus accentué avec la crise sanitaire où les gens se sont rendus compte que la vie dans la ruralité était peut-être plus agréable que de vivre dans un bureau parisien, pour schématiser un peu. Mais est-ce que c'est une réussite à tous les coups? Est-ce que chaque fois que quelqu'un vient s'installer, c'est forcément une réussite agricole? Enfin, et d'ailleurs, est-ce qu'il y a un suivi une fois que les gens sont installés? Alors, sur le dispositif aidé avec la DGA, évidemment, il y a un suivi puisqu'on demande des engagements sur une durée de 4 ans. Donc là, sur les 4 années, il y a un véritable suivi. Puis la profession agricole, on pousse aussi pour augmenter le suivi au-delà des 4 ans, puisque quand on s'installe, c'est vraiment un projet de vie et une carrière, et on ne s'installe pas agriculteur pour 4 ans, mais je dirais plutôt pour 30, 35 ou 40 ans. Sur les autres dispositifs, on a un peu moins de suivi, mais on est en train de mener une étude au sein de la Chambre régionale sur le devenir des jeunes installés pour véritablement les suivre on va dire, sur une période d'une dizaine d'années, savoir ce qu'ils sont devenus après l'installation. Ce qui est sûr, c'est que sur le dispositif aidé avec la DGA, il y a quand même un taux de réussite assez important, d'où peut-être la qualité des projets. D'accord. C'est l'occasion, donc on parle de DGA, je vais poser la question à Rémi Dumas. Alors la première question c'est, parlez-moi du point accueil, parce qu'aujourd'hui donc des aides il y en a, on vient de voir la SAFER, la région en parle, on a d'autres, la MSA également propose des aides à l'installation. Il y a un point accueil qui regroupe tout ça. Dites-moi un petit peu comment ça marche. Oui, en fait, vous avez le point accueil installation, donc qui est un peu la porte d'entrée en agriculture. Donc ça représente par exemple à peu près entre 650 et 700 personnes sur le département de l'Hérault, donc qui est le plus gros point accueil installation de France. Sur la région, il y a un peu plus de 3000 personnes qui y passent. Donc en fait, c'est un peu la porte d'entrée, et à ce moment-là, la personne va vous diriger vers différents services. Donc selon la maturité de votre projet. Donc si vous êtes au prémices de votre projet, que vous ne savez pas encore tout ce que vous voulez faire, ou alors si votre projet est un peu plus abouti, et là, vous cherchez du foncier, ça va être vers la SAFER, vous cherchez des formations aussi, et voilà, donc c'est un peu la porte d'entrée où on va vous aiguiller. Après, une question, excusez-moi, est-ce qu'éventuellement le point accueil peut retoquer un dossier parce que pas viable, pas
Non, ou en c'est fait, pas à ce niveau-là il y a aucun dossier qui est retourné, bien au contraire, en fait. C'est justement pour vous montrer, vous faire réfléchir sur votre projet. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'on accueille tout le monde, autant des issus du milieu agricole, parce qu'il faut quand même réfléchir sur son projet, même si c'est une reprise d'exploitation familiale, parce qu'on n'a pas forcément toutes les clés en main. Et si vous êtes non issu du milieu agricole, vous pouvez venir et vous dire voilà, j'ai envie d'être dans l'agriculture, mais je ne sais pas encore vers qui me tourner, etc. J'ai tel projet vers telle ou telle culture, mais je ne sais pas où aller. Donc c'est à ce moment-là qu'on va vous diriger vers les bonnes personnes. D'accord. Et vous avez par contre pour le côté agricole le point accueil transmission qui est là géré par la Chambre d'agriculture. Et là c'est le contraire, c'est-à-dire que c'est des agriculteurs qui sont en âge de partir à la retraite. Et nous, on les incite de le faire avant cet âge-là, donc d'anticiper leur transmission, pour dire, voilà, moi j'ai mon exploitation, je n'ai pas de repreneur au sein de ma famille, et je souhaiterais la céder à un jeune agriculteur. Donc là, on va vous accompagner dans cette démarche d'aller vers votre retraite et de vous trouver un repreneur derrière. D'accord. Et l'ambition, par contre, au niveau des jeunes agriculteurs, ça serait un peu de faire évoluer le point accueil installation et le point accueil transmission et de faire ce qu'on appelle alors le PAFIT, c'est un point accueil installation, formation et transmission. Est-ce que tout ça n'est pas compliqué quand on n'est pas du milieu, qu'on arrive de l'extérieur, comme tout à l'heure on disait, Madame Biard le disait, des gens qui arrivent de notre milieu totalement professionnel, totalement différent de celui du monde agricole. C'est compliqué de connaître tout cela et de comprendre tout ça. Je pense que un peu la courroie de transmission, c'est les chambres d'agriculture. Donc, en gros, aujourd'hui, vous conseillez de passer par la chambre d'agriculture. Quelqu'un qui veut s'installer, la première démarche, le premier pas à faire, c'est je vais à ma chambre. C'est le point accueil installation. D'accord. C'est le point accueil installation qui fait vraiment la première entrée, la porte d'entrée, c'est le point accueil installation. Et à travers les jeunes agriculteurs, par exemple au niveau du département, qui ont en charge ce point accueil installation, c'est vraiment la porte d'entrée. Et derrière, on va vous dire vers telle ou telle personne se tourner, et surtout de la formation. C'est important aussi. Il faut avoir des gens formés. Il faut avoir des gens formés. Donc ça veut dire que si on n'est pas formé, d'ailleurs ça c'est une question que je pose un peu à tout le monde, c'est j'arrive, je ne suis pas formé, je n'ai pas de diplôme agricole, est-ce que je peux percevoir des aides ou pas du fait de ne pas être formé ou de ne pas avoir de diplôme? Il y a les aides de la région où il n'y a pas forcément besoin d'être formé. Par contre, nous on incite vraiment au niveau des jeunes agriculteurs, on veut faire des installations, on veut installer des jeunes, des moins jeunes, etc. Mais c'est important, l'agriculture c'est un métier. Il ne faut pas oublier ça. Trop souvent... vous coupez court à tous ceux qui pensent que l'agriculture, c'est un hobby qui va au-delà du jardinage du dimanche. C'est un vrai métier. C'est un vrai métier. Où il faut gagner sa vie aussi. C'est un vrai métier. Et c'est tout l'intérêt aussi des installations aidées. La dotation jeune agriculteur, la DJA, donc, qui est une aide financière, mais pas que. Mais pas que, c'est un accompagnement humain tout au long de son dispositif d'installation. Donc, comme Clémence l'a dit, c'est quand on prend la dotation jeune agriculteur, il y a un engagement sur 4 ans avec un plan d'entreprise. Il y a ce qu'on appelle un PPP, un plan de professionnalisation personnalisé, où là, on va vraiment réfléchir son installation avec les bons et les moins bons côtés de notre métier. Parce que c'est important de dire, je vais élever des chèvres, mais toutes les contraintes qu'il y a derrière, il ne faut pas les oublier. Et surtout, on veut des aides qui sont durables et une installation qui est durable et une installation qui est viable, vivable et transmissible. C'est-à-dire que viable parce qu'on veut du revenu derrière, donc c'est une installation qui va dégager un réel revenu pour l'agriculteur. Vivable parce qu'on est des êtres humains comme tout le monde, donc on a besoin de temps de repos, etc. Et tout ça, ça se calcule dans sa façon de vouloir s'installer et la philosophie de son exploitation. Et derrière, qui sont transmissibles à long terme parce que c'est une exploitation qui va durer dans le temps. Et les jeunes qui s'installent avec la dotation jeune agriculteur, 99% de ces jeunes sont toujours en activité 5 ans après. Par contre, c'est vrai qu'on entend parfois certains jeunes dire les critères de la dotation sont tellement compliqués que je zappe la DJA. Est-ce que c'est une réalité ou pas? Est-ce que les critères sont si compliqués que ça, effectivement? Alors, il faut savoir que déjà, il y a des évolutions à chaque programmation. Donc, déjà, on est passé de 5 ans, la programmation d'avant, on est à 4 ans maintenant sur le plan d'entreprise. Donc, déjà, il y a 1 an de moins. Alors, certes, il y a des contraintes, mais derrière, il y a quand même une enveloppe qui est en moyenne de 30 000 euros
d'aide financière, donc c'est pas rien. Et surtout, il y a tout cet accompagnement humain derrière. Et il ne faut pas l'oublier. Parce que vous n'êtes pas lâché dans la nature, on va vous dire, voilà, vous installez. Il y a un réel accompagnement et c'est pour ça notamment qu'on pousse à travers la nouvelle programmation PAC pour une revalorisation de cette enveloppe. On est à 2% du budget de la PAC, on souhaiterait passer à 4% pour insister justement à avoir ce réel accompagnement humain derrière et avoir une ambition forte. Nous, aujourd'hui, c'est 2 installations pour 3 départs à la retraite. On a une ambition forte de 10 000 installations aidées par an d'ici à 2027, la fin de programmation PAC. Donc pour se donner vraiment avoir ce challenge et pouvoir l'accomplir, on demande vraiment une revalorisation des aides. Alors là, je me tourne vers Madame Astruc, parce que alors, donc, vous qui êtes donc, à la Chambre d'agriculture de l'Hérault, vous accompagnez justement, vous êtes là pour cadrer, pour aider, pour cerner les envies, j'ai envie de dire un petit peu. J'arrive, j'ai une envie de m'installer, voilà ce que je veux faire. Donc, vous, quel est votre rôle une fois que les personnes viennent et vous disent, voilà, je veux faire telle ou telle production. Voilà, qu'est-ce que vous faites, vous, aujourd'hui ? Quelle est votre fonction exactement ? Alors, en fait, comme le disait Rémi, c'est vrai qu'au niveau des chambres, ce qui est important, c'est qu'on propose tout un panel d'accompagnement, en fait. Alors, humain, bien sûr, puisqu'on travaille avec de l'humain, mais ça va au-delà. C'est aussi de l'accompagnement technique, économique, commercial, etc. Et c'est vrai que par rapport, par exemple, dans l'Hérault, il y a 700 personnes qui sont accueillies tous les ans, qui ont l'idée, l'envie, parfois avec des projets plus ou moins aboutis, voilà, qui veulent s'installer. Parfois, ils ne savent pas vraiment vers quoi aller. Et donc là, en fait, il y a toute une phase du dispositif en fait, régional de la région Occitanie qui s'appelle le dispositif accompagnement à l'émergence de projets, sur lequel on intervient. Et notamment, on organise des sessions collectives pour réaliser cet accompagnement à l'émergence. Donc, concrètement, en quoi consistent ces sessions collectives ? Alors concrètement, ces sessions collectives, voilà, c'est quelqu'un qui a l'idée ou pas, ou une envie, mais voilà, sans un projet très défini. Donc en fait, voilà, on prend les gens où ils en sont et on les accompagne jusqu'où ils peuvent aller. Comment en fait, on travaille d'abord sur les personnes, accompagnement, voilà, pour les aider à mieux se connaître. Mieux se connaître, pourquoi ? Pour définir un projet en fait qui leur corresponde vraiment. Voilà, parce que ça aussi, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens en fait qui idéalisent effectivement ce métier, mais en fait aussi, voilà, ils connaissent pas vraiment ce qu'ils ont envie de faire. Donc là, l'idée, c'est de les mettre en situation pour voir. Donc c'est chez vous que des dossiers peuvent être peut-être pas retoqués, mais en tout cas redessinés, réécrits, parce qu'ils peuvent pas, ils rentrent pas forcément dans le moule d'une vraie exploitation avec un vrai revenu et avec une vraie pérennisation. Sur le dispositif accompagnement à l'émergence, on est vraiment sur l'amont. Donc je dirais c'est pas à ce niveau. Nous on est plutôt dans une phase où on va mettre les gens en situation positive. D'accord. Quelque part les booster aussi, mais tout en veillant à ce qu'ils aient un projet qui corresponde vraiment, qui ait du sens pour eux et qui corresponde à leurs valeurs. D'accord. Voilà, ça c'est vraiment pour que ça dure et que ça soit pérenne dans le temps. D'accord. Et puis suite à ça, on les aide aussi pour qu'ils définissent vraiment leur projet idéal, sur mesure pour eux. Donc chaque cas est différent. Et puis avec un plan d'action derrière pour le mettre en œuvre. Alors je vais vous reposer la question parce que je l'ai posée à Mme Biard, mais c'est quoi le profil ? Parce que moi, ça m'intéresse aujourd'hui de savoir, parce qu'on a tous, moi en tant que journaliste, et on voit arriver des gens, on voit arriver des nouvelles méthodes de travail, la prise en compte de l'environnement, par exemple, des gens qui... et voilà, j'aimerais savoir un peu quels sont les profils que vous avez, et les profils peut-être un peu exceptionnels, un peu particuliers. Alors, au niveau chambre, on voit des profils voilà, très divers, hein, mais sur ces sessions en particulier d'accompagnement à l'émergence de projets, c'est vraiment des publics très diversifiés, plutôt hors cadre familiaux, hein, soyons clairs. Au niveau âge, c'est tout âge confondu, hein, ça va de personnes donc, qui ont... On est moins sur le jeune agriculteur qui suit une filiation, enfin en tout cas, on est plutôt sur quelqu'un qui arrive de l'extérieur, qui a déjà eu sans doute une vie professionnelle et qui vient avec un peu d'argent sans doute s'installer. Avec ou pas un peu d'argent, mais effectivement c'est plutôt des profils plus atypiques, je dirais. D'accord. Mais voilà, nous on est là pour les amener jusqu'où ils peuvent aller en leur proposant un cadre, une méthodologie, des outils. D'accord. C'est une boîte à outils en fait. Voilà, mais c'est eux en fait qui définissent vraiment ce pourquoi ils sont faits, quoi. Et donc pareil, tout à l'heure je l'ai posé, mais il y a un suivi. Est-ce qu'on les lâche on les lâche de la nature une fois qu'ils sont installés, ou est-ce qu'ils peuvent venir vous voir, ou vous allez les voir un petit peu ? Alors en fait, l'émergence, comme je disais, hein, c'est une phase qui va prendre du temps, c'est très important.
Et ça, c'est vraiment que le début du process. Mais quoi qu'il en soit, après, effectivement, on peut encore les suivre avec de l'accompagnement à l'émergence à ce niveau-là individuel. Donc vraiment du sur-mesure. Et ensuite, il y a tout le processus d'accompagnement technique, économique, et puis on peut faire aussi du suivi post-installation. D'accord. Donc les gens ne sont pas lâchés dans la nature. D'accord. Là, je me tourne vers M. Roux, qui est donc, vous représentez le groupe AMA. Alors la question est simple. Aujourd'hui, un jeune agriculteur, de plus en plus on préconise, et on l'a vu malheureusement avec le terrible coup de gel de ces derniers jours, de s'assurer. On dit aujourd'hui, pour pérenniser une exploitation, il faut s'assurer. Sauf que s'assurer, ça coûte cher. Et quand on s'installe jeune ou moins jeune, mais en tout cas quand on s'installe, c'est compliqué. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous prenez en compte, premièrement, est-ce que vous incitez, je suppose, à s'assurer, mais comment vous pouvez aider justement un jeune agriculteur à s'installer ? Écoutez, oui, alors peut-être en préambule, je vois qu'on partage tous ici l'objectif principal qui est de pérenniser, qui est d'installer et de pérenniser. Tout à l'heure, Rémi parlait effectivement de ce volet-là, que ce soit viable, que ce soit vivable. Et cet objectif, on le partage. Alors, Groupama, il intervient effectivement à plusieurs niveaux dans cette installation. En premier lieu, auprès des jeunes agriculteurs lorsqu'ils dépensent les formations. Et Groupama intervient pour informer sur l'assurance et les risques. En second lieu, quand le projet, vous l'avez dit, est mature, bien sûr que Groupama intervient auprès des exploitants et des jeunes qui s'installent pour voir avec eux, connaître leur projet, comprendre leur projet et derrière, une fois qu'on a bien compris, analyser les risques, quels sont les risques principaux de leur exploitation et quels sont ceux qui peuvent assumer et quels sont ceux qu'il faut qu'ils transfèrent à Groupama. À partir de là, bien souvent, quand on rencontre une personne qui s'installe, spontanément, ça va être le tracteur, le bâtiment, ma responsabilité civile professionnelle et surtout le tracteur en tout risque. C'est vrai, c'est important. Il y a une chose qui est encore plus importante, qui est le pilier de l'exploitation, c'est la personne qui s'installe. Et bien souvent, il n'y a pas un euro du budget d'assurance qui a été imaginé par l'exploitant qui s'installe sur sa personne. Et même les chambres, quand justement, votre rôle, effectivement, c'est de donner la boîte à outils, mais est-ce que justement, vous parlez des assurances à ce moment-là ? Est-ce que ça intervient ? En émergence, non, mais bien évidemment dans tout le parcours qui est proposé, notamment par exemple sur les stages collectifs à l'installation, etc. Et au moment de l'accompagnement individuel, bien évidemment, c'est abordé. Et les JA de la sorte également ? Justement, il y a 3 jours, donc ce qu'on appelle le stage 21h, où là, vous rencontrez justement les banques, les assurances, etc., la SAFER, pour avoir toutes les clés en main et savoir, voilà, exactement, pour vraiment peaufiner son installation. Et c'est vrai que l'assurance est essentielle maintenant parce que, voilà, déjà pour nous, effectivement, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude là-dessus, mais... comme on compte pas nos heures, etc. C'est des choses où on fait l'impasse et il faut plus faire l'impasse. Et je pense qu'aussi il faut plus faire l'impasse sur assurer nos récoltes. Et moi le premier, je n'étais pas assuré pour le gel. Voilà, bon, c'est des choses où il faut savoir mettre l'argent là-dessus. Voilà, j'allais dire, ça a un coût, donc il va falloir faire. C'est des choix. C'est un choix. C'est un choix qui devient incontournable aujourd'hui. C'est un choix. C'est un choix. On est des chefs d'entreprise. Être chef d'exploitation, c'est être chef d'entreprise, faire des choix aussi budgétaires. Et je pense que maintenant, il faut réfléchir différemment, pas voir qu'on paye, mais voir qu'en cas de coup dur comme maintenant, oui, au final, on aurait peut-être rentabilisé cette... Alors, une question se pose aujourd'hui, c'est est-ce que tout est assurable ? Parce que quand on est un exploitant, est-ce que toutes les cultures sont assurables ? Alors, peut-être avant de répondre à votre question, je vais finir la première partie, puisqu'on était sur effectivement comment appréhender les risques, quels étaient les risques qui devaient être transférés à Groupama et quels étaient ceux que pouvait supporter l'exploitant. Et évidemment, Rémi vous en parlait, l'assurance récolte en est un. Malheureusement, avec l'événement qu'on a connu, aujourd'hui, vous avez engagé des frais. Vous allez engager à nouveau des frais pour votre prochaine culture. Est-ce que ça, vous allez être en capacité de l'assumer ? Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux l'avoir transféré ? Vous avez répondu. Mais c'est aussi d'autres risques auxquels on ne pense pas spontanément. L'exploitant ne pense pas spontanément. On parlait bien sûr de la personne et outil de travail, c'est le principal outil de l'exploitation. Donc s'assurer individuellement. Est-ce qu'en fonction de l'exploitation, comme elle est, est-ce que c'est une filiation ? Est-ce que demain, si vous êtes absent 15 jours, 1 mois, 2 mois, qu'est-ce qui se passe ? Qui va prendre le relais ?
Tout ça, c'est des questions qu'il faut aborder, et ça peut aller jusqu'à également chez un vigneron qui vend son vin. Demain, est-ce qu'il est en capacité d'avoir un impayé de 3 000, de 5 000, de 50 000 ou plus? Donc tout ça, c'est des risques qu'on peut effectivement transférer. Sur la question aujourd'hui, est-ce que tout est assurable? Je serais tenté de vous répondre quasiment tout, mais pour être complètement transparent et honnête, aujourd'hui, il y a une chose que Groupama n'assure plus, et mon président en parlerait, le président régional en parlerait beaucoup mieux que moi. Aujourd'hui, c'est l'assurance multirisque sur l'arboriculture. Alors pourquoi Groupama ne l'assure plus aujourd'hui? Alors quand je dis on ne l'assure plus, on a quand même conservé en portefeuille des arboriculteurs qui étaient assurés pour ce type de contrat. Mais ça fait bientôt 7 ans ou 8 ans que nos élus réfléchissent, proposent. Et aujourd'hui, on n'a pas de solution. On n'a pas de solution à apporter à l'arboriculture, parce qu'aujourd'hui, la solution qu'on pourra apporter, elle n'est pas, comment dirais-je, acceptable pour l'exploitant, parce qu'il ne peut pas la payer. Et elle n'est pas viable pour l'assureur, sans parler de gagner d'argent. Elle n'est pas équilibrée pour l'assureur non plus. Donc on est dans une vraie problématique auquel, bon, mais je ne vais pas déflorer les sujets, mais je pense que vous aurez l'occasion de les évoquer à 19h tout à l'heure. Effectivement. Pour finir peut-être sur mes propos, le troisième niveau de Groupama, c'est qu'une fois qu'on a bien appréhendé tous ces risques, une fois qu'on a bien vu avec la personne qui s'installe quels sont les risques qu'il veut conserver à sa charge et quels sont les risques qu'il veut transférer à Groupama, c'est bien sûr, dans le cadre d'une installation, aider l'exploitant dans le cadre de cette charte jeune agriculteur, et de proposer d'offrir 120% de cotisation sur les 5 premières années. C'est-à-dire qu'on offre 30% les 2 premières années et 20% les 3 suivantes, pour permettre la pérennisation, pour permettre de pouvoir souscrire, et vous l'avez dit, l'intégralité des risques, et ne pas faire l'impasse sur un risque qui va faire que demain, malheureusement, si ça tombe sur celui-là, on n'aura pas pérennisé notre exploitation. Tout à fait. Je reviens vers vous, Monsieur André. Une question, est-ce que, on parle toujours de l'installation, est-ce qu'aujourd'hui on a suffisamment de terre, il y a suffisamment de terre à exploiter dans notre région, et notamment dans les départements, comme évoquait Mme Biard, que sont l'Hérault et le Gard, où il y a énormément de demandes. Est-ce qu'il y a encore de la terre agricole exploitable? Alors, chaque année, la SAFER opère des transactions sur 20 000 hectares de foncier. En Occitanie, sur ces 20 000 hectares, il y en a 7 000 qui sont fléchés sur l'installation. Je confirme ce qui a été dit par les intervenants. On voit bien qu'aujourd'hui, on a deux segments. Il y a le jeune qui s'installe, et dans cette population-là, il y a de plus en plus de ce qui a été dit comme étant le hors-cadre familial, c'est-à-dire que la transmission de la ferme au sein de la famille est plus rare. On a des nouveaux entrants, et on a des entrants tardifs, des reconversions. Donc ça, c'est vraiment le paysage. Alors nous, qu'est-ce qu'on observe également ? C'est qu'il faut, par rapport à la question du foncier, il faut tout faire pour faciliter l'accès au foncier. Alors il y a 2 axes. Nous, à notre mesure, on a pris une décision politique forte. C'est que sur nos fonds propres, et Dominique Granier y a tenu, on a mis en place un fonds d'aide à l'installation qui consiste à la prise en charge par la SAFER directement des frais notariés lorsque le jeune s'installe. Alors on a pris les critères, bien entendu, qui ont été évoqués, la DGA, et donc on a plafonné cette aide à 2 000 €. Depuis 18 mois qu'on l'a mis en place, ce sont plus de 100 bénéficiaires qui ont pu être ainsi aidés par la SAFER. Ça, c'est un élément très fort. L'autre élément, c'est le portage. Ce foncier, on l'a dit tout à l'heure, c'est une variable économique forte, et il ne faut pas que le jeune qui s'installe ait à choisir entre le foncier et le tracteur. Donc il faut qu'on arrive à trouver des solutions pour porter ce foncier. On y travaille avec la région. J'allais dire, quelles sont les pistes là, un petit peu de ce... Parce que c'est important ce portage foncier. Et quelles sont un peu aujourd'hui les solutions justement pour pas avoir à faire ce choix-là, quoi, je veux dire. Un différé d'investissement, c'est-à-dire qu'il faut que le jeune puisse faire la preuve de la viabilité économique de son exploitation. Il faut lui donner un temps, 5 ans, 6 ans, 3 ans, mais un temps suffisant pour qu'il puisse faire du résultat, valider son marché, sa capacité. Et à ce moment-là, il peut engager un nouvel emprunt pour acquérir le foncier. Et donc la période clé,
puisqu'on a bien vu aussi au niveau des dispositifs d'émergence, d'accompagnement, j'aime beaucoup ce qu'a dit Rémi, hein, l'agriculteur est un chef d'entreprise. Et comme toute entreprise en création, ce sont les 3 années souvent les plus fragiles. Donc il faut tout faire que pendant cette période-là, on facilite l'équilibre économique. Donc le portage du foncier. Alors, il y a plusieurs solutions. Il y a des foncières. La région y travaille. On est partenaire de ce travail-là. La SAFER peut aussi porter du foncier. La problématique est tout simplement économique, Gilles. C'est que le portage de ce foncier a un coût. Et si c'est, je dirais, un combat national et un enjeu majeur, il faut trouver des acteurs, des investisseurs qui soient prêts à assumer le risque de porter ce foncier pour faciliter l'installation des jeunes. On n'a pas de représentant présent, effectivement, là avec nous, mais la région aide également. La région est un élément qui porte tous ces projets-là financièrement, entre autres. Oui, alors, ce que je voudrais dire là, parce qu'effectivement, on a le pass installation de la région qui vient compléter les dispositifs qui ont été évoqués. Moi, ce que je crois, c'est qu'il n'y a pas de trou dans la raquette. Il faut arrêter avec ouh là là, mon Dieu, mais il faudrait un guichet unique, il faudrait faire encore plus. Non, on a le PAI, c'est très bien structuré. On a tous les acteurs autour de la table. Ce qui manque, c'est pas des gens qui sont capables d'aider les jeunes à s'installer. Ce qui manque, c'est des porteurs de projets sérieux. Ouais. Et là, c'est une difficulté forte qu'on rencontre, c'est qu'on a du mal à trouver des bras pour le foncier. Des bras pour le foncier, effectivement. Porteurs de projets sérieux Alors, nous, je dirais, on considère que chaque porteur de projet en soi est sérieux, puisqu'il vient et qu'on le voit et qu'on l'accompagne. Après, il y a la réalité du terrain. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a la réalité du terrain, et puis après, c'est vrai qu'il y a la problématique aussi, qui est importante. Nous, on leur dit vraiment de se confronter au terrain avant d'aller plus loin, quoi, parce que parfois, il peut y avoir des déceptions, mais voilà, donc tout ce temps vraiment d'accompagnement, d'émergence est important en amont. Allez-y, je vous en prie. Oui, Gilles, pardon, je voudrais revenir sur un point. Les sujets sur les médias nationaux que vous avez évoqués en préambule, il faut reconnaître qu'ils font un mal terrible, puisqu'ils laissent croire que l'agriculture, c'est facile, qu'on peut venir s'installer, faire 3 plantes aromatiques, un peu de permaculture. C'est pas de l'économie, ça. Et donc, nous, il faut qu'on travaille là-dessus pour vraiment être sur de la viabilité économique. Hein. D'accord. Rémi, vous vouliez intervenir? Oui, c'est souvent ça le problème, c'est qu'on passe d'un extrême à l'autre dans les reportages. Et ce que le grand public voit, c'est soit on est des agriculteurs pollueurs et qui élèvent mal leurs bêtes, soit c'est un peu idéalisé à L'amour est dans le pré, qui est une très belle émission, mais où tout se passe bien. La réalité du métier, on ne la montre jamais. Et je salue d'ailleurs le Lab 3A, parce qu'on peut parler de notre métier, on parle de la réalité de notre environnement. Voilà, j'en reviens là-dessus, c'est un métier, être agriculteur. On fait vivre aussi toute une économie autour de nous. On entretient les paysages, on fait tout ça. Mais derrière, il y a toute une stratégie. Donc, on accueille tout le monde. Nous, ce qu'on demande, c'est de vraiment bien réfléchir son projet. Et même en interne, quand on est issu, moi, ça fait des générations qu'on est agriculteur, mais ça a été réfléchi, mon installation. Ça n'a pas été forcé. Et ça, j'encourage vraiment à tous les agriculteurs. Il ne faut pas forcer les gens. C'est un métier de passion. Et si on n'a pas cette passion-là du métier, on ne le fera pas bien. Donc, il faut être conscient de notre métier qui est beau, mais qui n'est pas fort dur. Est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, la prise en compte de l'environnement, qui est un peu plus importante ces dernières années, est-ce que justement, c'est pas ça aussi qui a fait émerger ces reconversions, j'ai envie de dire, parce que c'est l'environnement, on se voit, on a envie en fait de s'installer dans le monde rural, comme vous disiez, peut-être pour faire une production des cultures qui ne sont peut-être pas des cultures pérennes. Et moi, je voudrais poser la question à Mme Biard, est-ce que l'environnement est pris en compte aujourd'hui quand on s'installe? Est-ce que ces nouveaux agriculteurs, j'ai envie de dire, prennent en compte l'environnement l'environnement dans son ensemble? Mais effectivement, ça a été soulevé par l'ensemble des acteurs autour de la table. Aujourd'hui, une installation, c'est un véritable projet de vie et pas juste une idée. On a l'habitude de schématiser. Il y a une différence entre un jardinier et un maraîcher. Et nous, aujourd'hui, ce qu'on veut, ce qu'on construit,
c'est des véritables installations qui dégagent du revenu. Ouais. Et pas juste voilà, pour vivre en couple avec des enfants. Effectivement, il y a tout l'environnement à prendre en compte. Et je crois qu'aujourd'hui, le dispositif, notamment DGA, est bien fait, puisque Rémi l'a dit tout à l'heure, c'est des projets viables et vivables. Donc ça prend à la fois l'aspect économique, mais aussi l'aspect humain, environnemental, etc. Tout l'environnement, que ce soit l'environnement au sens propre, mais aussi social, etc. quoi. D'accord. Je reviens vers vous, Rémi. Tout à l'heure, peut-être que vous vouliez réagir là-dessus. Oui, non, mais l'environnement, vous savez, les agriculteurs étaient écologistes avant les écologistes. Donc, Alors ça sera un autre débat, c'est une autre table Voilà. ronde qu'on va organiser dans les prochains mois, mais je vous promets, on la fera celle-là. Il n'y a pas de souci, on parlera environnement et on parlera effectivement de l'écologie au milieu. Mais non, je voulais vous poser une question sur la dotation globale, enfin la dotation jeunes agriculteurs, excusez-moi. Et je sais qu'aujourd'hui, la PAC est en train de se négocier, enfin, on est quasiment terminé même. Il y avait une demande de la part des JA nationales d'une augmentation de la dotation. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de cette demande? oui, nous, notre objectif, c'était réellement de doubler le budget. Hein. Donc, on était à 2%, c'est passé à 4%, le budget de la PAC. Justement, pour cette ambition de 10 000 installations aidées par an d'ici 2027. Pour voilà, vraiment avoir cet enjeu du renouvellement des générations d'agriculture. Pour rester sur cette dynamique de minimum 2 installations pour 3 départs à la retraite. Aujourd'hui, je pense que tout le monde en a pris conscience. Dans les dialogues, il serait plutôt tombé d'accord sur 3%. C'est pas finalisé, mais voilà, on ne désespère pas. Donc, si je porte encore le 4%, c'est que les discussions sont encore en cours. Donc voilà, on espère vraiment ça parce que voilà, l'enjeu il est là. Je le répète, c'est un dispositif certes financier, une aide financière, mais vraiment un réel accompagnement humain derrière. Et c'est important de vraiment pousser ces installations parce que voilà, encore une fois, 99% des gens installés avec ce dispositif sont là encore 5 ans après, sont bien dans leur exploitation et c'est important. Donc, Bien sûr. si on veut vraiment prendre à bras le corps ce renouvellement des générations d'agriculture, il faut mettre le budget en face, un budget fort. On a parlé de l'installation depuis un petit moment maintenant. Moi, j'aimerais qu'on parle maintenant de la transmission. Alors, ça va de pair, vous allez me dire, mais c'est un autre pan, en fait. Hein, c'est un autre élément, en fait. Quand c'est pas toujours facile de céder le fruit de toute une vie de travail. Hein, et aujourd'hui, comment on peut y aider, sachant que, si on prend des chiffres rapidement, un agriculteur sur 2 aujourd'hui a plus de 50 ans, donc il peut déjà commencer à réfléchir, à transmettre. Et donc là, je me tourne vers la SAFER peut-être. Comment on peut aider justement à transmettre? Quels sont un peu les outils et comment l'incitation en fait à transmettre quand on est un agriculteur? Alors déjà, Gilles, il faut identifier. À la SAFER, on a 80 fonciers sur le terrain dans toute l'Occitanie. On a 4500 correspondants agricoles, dont Rémi en tant que syndicaliste, qui sont dans chaque commune sur le terrain et qui nous aident à identifier les opportunités pour la SAFER d'accompagner une transmission. Alors, la transmission à ce site particulier, c'est que généralement, on transmet non seulement un fonds, mais une entreprise. On transmet une exploitation qui existe. Le jeune qui s'installe, en général, il commence avec une page blanche. Donc on a des problématiques économiques plus fortes. On transmet un outil en même temps que le foncier. Du côté du cédant, bien souvent, c'est son capital retraite. Et donc, d'où, je dis souvent, la SAFER est la meilleure amie des jeunes qui s'installent et moins l'amie des anciens qui vendent, puisque les anciens ont été bien contents d'avoir du foncier pas cher pour s'installer et ils ont envie de le vendre le plus cher possible parce que c'est souvent leur capital retraite. Donc ça, c'est une problématique très particulière de la transmission d'exploitation. Comment on y remédie? Comment on fait là? On y remédie par la force que représente la SAFER en termes d'évaluation. C'est-à-dire qu'on est dans le marché, on reçoit chaque année les 40 000 notifications d'intention de vente. On est les meilleurs connaisseurs du marché et donc on est dans le marché, on connaît les prix de marché. Donc notre évaluation, c'est la bonne. Alors, bien entendu, notre évaluation se heurte souvent à la volonté
surtout quand vous dites que votre sédent. lecture est la bonne. Mais donc voilà, petit à petit, on arrive en général à trouver un terrain d'entente. Il faut éviter que la SAFER soit amenée à préempter contre un agriculteur pour arriver au prix du marché pour le jeune qui s'installe. Mais je rappelle que sur ces 40 000 notifications, on intervient par préemption dans moins de 1% des cas. Ouais. Donc c'est loin d'être notre outil le plus utilisé. En revanche, c'est souvent... c'est 1% des cas et 99% des soucis. C'est la société qui préempte en permanence. Oui, c'est 1% des cas et 99% de la mauvaise image qu'on peut avoir, mais on le fait pour les jeunes, on le fait pour l'environnement, on le fait pour les territoires, et donc on a des critères, enfin c'est un autre débat, mais c'est quand même quelque chose d'assez marginal. Donc pour transmettre une exploitation, déjà, il y a la partie évaluation, et ensuite, on retombe sur trouver des porteurs de projets. Et là, il y a un peu une sonnette d'alarme. C'est que l'évolution de l'agriculture depuis quelques générations a fait que les outils ont grossi, se sont agrandis, parce qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs, il y a de plus en plus d'exigences économiques, donc on a une capitalisation forte, et on se retrouve avec des outils dans certaines régions agricoles qui sont devenus pratiquement impossibles à transmettre, pour des questions fiscales, pour des questions tout simplement d'investissement. J'allais dire, une succession, la fiscalité, quand on veut transmettre, ça coûte cher. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Je vais vous donner la parole, Mme Astruc. Juste, il y a aussi une pression foncière qui existe. On se pose la question, quand on a, vous l'avez dit, entre vendre sa vigne 13 000 euros l'hectare et avoir un promoteur immobilier qui vous en propose, parce que vous êtes à la deuxième couronne de la ville, qui vous en propose le double, c'est compliqué, j'imagine, pour un agriculteur de se dire, est-ce que je transmets dans le milieu agricole ou est-ce que je vends pour faire... Mais là, c'est ni la SAFER ni l'agriculteur qui est la clé, ce sont les élus, ce sont les collectivités qui décident de l'orientation d'un sol. Si le sol est agricole, il est au prix du marché agricole. Alors, on ne peut pas empêcher les agriculteurs de se dire qu'ils ont un ticket de loto gagnant et d'attendre, d'espérer la modification du PLU qui va faire qu'ils vont gagner avec ce ticket. Mais terre agricole, prix agricole. Madame Astruc, vous vouliez intervenir, oui. Oui, je suis tout à fait d'accord sur la transmission, puisqu'on s'occupe de ça aussi à la Chambre, à savoir qu'il y a effectivement le patrimoine économique, qui est incontournable. Mais c'est vrai qu'au-delà d'un patrimoine économique, il y a aussi l'aspect transmission d'un patrimoine souvent qui peut être issu de plusieurs générations. Donc il y a toute la partie patrimoine psychologique qui est très importante. Et qu'on ne peut pas du tout occulter, parce que souvent on voit que même dans le cadre familial, une transmission familiale, si on occulte ce volet, ça peut être vraiment problématique. Bien sûr. Donc c'est vrai que nous, en fait, ce qu'on préconise, c'est vraiment d'anticiper. J'allais dire, est-ce qu'une transmission réussie, c'est une transmission qui s'anticipe, en fait, c'est ça? Complètement, oui. D'ailleurs, pour nous, le leitmotiv, c'est 5 ans, pour anticiper vraiment et réussir sa transmission. Que ça soit familial ou hors cadre familial. Mais voilà, donc on est là pour les accompagner au mieux sur tous les aspects, que ça soit technique, économique, mais aussi sur cette partie qui est plus humaine, puisque quelque part transmettre, c'est aussi un projet. Au niveau de la Chambre régionale, Madame Biard, quel est un petit peu le rôle de la Chambre par rapport justement là aussi à la transmission? Alors effectivement, la Chambre régionale, je voudrais simplement en introduction rebondir sur les propos de M. André par rapport aux exploitations à forts capitaux. Effectivement, aujourd'hui c'est quelque chose auquel on est confronté. Donc on a pris un peu les devants. La Chambre régionale, on est en train de mener une étude sur la transmission justement de ces exploitations à forts capitaux, sans pour autant, on va dire, vulgariser ou caractériser ces exploitations-là. Mais demain, on aura des réponses à apporter pour pouvoir transmettre ces exploitations, parce que dès lors qu'il y a du foncier, du cheptel, du matériel, des bâtiments, etc., on peut vite monter très très haut en capital. Je voulais aussi simplement revenir sur la transmission. Effectivement, transmettre, c'est transmettre son outil de travail, mais il y a aussi tout le patrimoine, le savoir-faire qui doit être transmis, et ce qui est très très important pour que les exploitations puissent être reprises derrière, il faut les garder transmissibles, c'est-à-dire que garder un outil de production qui fonctionne, alors comme tout homme, à la fin de sa carrière, aurait plutôt tendance à décapitaliser, peut-être pas abandonner, mais travailler un peu moins sur le cheptel, etc. C'est vraiment important
de garder des outils de production performants et qui fonctionnent. Et les chambres d'agriculture, avec la coordination de la chambre régionale, on mène effectivement des accompagnements auprès des futurs cédants en amont, puisque la transmission, c'est quelque chose qui s'anticipe. Donc déjà, c'est faire un peu l'évaluation de l'exploitation et ensuite, derrière, rechercher des jeunes qui seraient intéressés par ces exploitations. Alors, on a différents outils. Le répertoire départ installation. J'allais dire, excusez-moi, deux mots. Qu'est-ce que c'est ce répertoire départ installation? Qu'est-ce que c'est quoi? Tout le monde peut le consulter? J'y viens, effectivement, c'est consultable sur Internet, où sont répertoriées toutes les exploitations qui vont être accédées dans un temps plus ou moins, on va dire, à court terme et moyen terme. C'est pas forcément les exploitations qui vont être accédées entièrement, mais ça peut être aussi les agriculteurs qui cherchent des associés suite à un départ d'un de leurs collègues, etc. Donc c'est répertorié, ça s'appelle RDI, répertoire départ installation, consultable très facilement sur Internet et classé par département avec le contact de conseillers dans chaque chambre d'agriculture départementale. D'accord. Une question, quelles sont les incidences fiscales et juridiques liées à la transmission? Parce que j'imagine que ça, c'est pris en compte aussi par les agriculteurs. Ben, effectivement, la transmission, c'est un tout. C'est à la fois l'aspect social, je l'ai dit, et humain, mais aussi juridique, fiscaux, économique, puisque M. André l'a soulevé aussi. Souvent, la vente de l'exploitation, c'est le capital retraite, mais c'est un tout. Et chaque transmission est unique et chaque accompagnement, du coup, est unique. Et c'est aussi cette optimisation-là qui est très, très importante. C'est pour cela que les chambres d'agriculture mènent un gros travail d'accompagnement et surtout d'anticipation de la transmission, parce que c'est dès lors qu'on l'anticipe qu'on peut justement éviter toutes ces petites erreurs qui ensuite peuvent avoir des conséquences fiscales, juridiques, etc. D'accord. Rémi Dumas, vous vouliez intervenir? Oui, juste rebondir, c'est vrai que c'est le capital retraite, parce que malheureusement, les retraites agricoles sont très peu valorisées. Et c'est vrai qu'on a réussi à obtenir 85% du SMIC pour les nouveaux retraités, 1000 € par mois. Enfin voilà, quand on a travaillé autant de temps, c'est vrai qu'on se dit, quand même, c'est mon capital, mes terres, c'est à moi. Donc souvent, on a du mal à les lâcher. Donc il y a pourquoi l'accès est difficile, c'est que voilà, il y a les personnes qui se disent, je vais garder, c'est mon capital, ça me fait un peu de rentrée d'argent. Il y en a qui les mettent en location. J'allais dire, il y a du fermage, de la gérance qui existe. C'est aussi une solution. Il y a du fermage, il y a des conventions de mise à disposition par la SAFER qui ne sont pas bloquantes, parce que justement, vous savez qu'au bout de 3 ans, 6 ans, vous reprenez votre bien, contrairement à un fermage où des fois vous vous dites, on est trop lié, c'est un peu plus compliqué. Donc il y a différentes façons aussi de louer. C'est une piste, ça, louer, aider à louer les terres pour garder son foncier, effectivement, être propriétaire, mais aussi aider à s'installer un jeune agriculteur. C'est en une fait, solution. oui, non, juste. Oui, c'est que y a deux. On peut louer. Après, c'est quand même selon la location, on ne sait pas derrière si au bout de quelques années, on aura toujours notre terre. Donc c'est vrai que c'est là où c'est compliqué. Quand on n'est pas propriétaire, de se dire à long terme, est-ce que je vais toujours avoir ces terrains? Parce que je sais pas où on va. Ça peut être une aide au départ voilà, pour une accessite à la propriété. Exactement. Et tout l'intérêt du portage foncier aussi, c'est vraiment un premier pied et derrière se dire je vais pouvoir l'acheter, etc. Et l'autre problème que je tiens à souligner aussi, c'est vrai qu'il y a une réelle volonté politique à avoir, c'est que de bien définir la limite de l'urbanisation. Et qu'aujourd'hui, des fois, il laisse trop de flou. Alors, on a la chance à travers les plans d'urbanisation, etc., d'avoir un peu plus de cadrage. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui gardent leurs terres, qui ne sont plus agriculteurs, qui n'ont plus rien à voir avec le monde agricole, mais qui gardent leurs terres. Est-ce que c'est pas... Justement parce qu'un jour, ça va être constructible ou pas. J'allais dire. Alors là, on n'en a pas, malheureusement, autour de la table, mais... Là, on renvoie la balle vers les élus, vers les maires. C'est à eux, parce que les PLU, c'est les maires, les communautés de communes ou les agglos. Mais aujourd'hui, c'est à eux peut-être de dire on ne mange pas sur les terres agricoles, on préserve les terres agricoles, non? Beaucoup de... Alors déjà, leur tâche est difficile, il faut le dire, parce que ça serait facile de taper sur eux, ils ne sont pas là. Leur tâche est difficile. Gérer un territoire, donc les chambres et la SAFER, on est là en amont pour les aider justement à diagnostiquer leur territoire et à réfléchir là où il y a des enjeux forts
agronomiquement, économiquement pour ménager des espaces agricoles. Mais ce qu'il faut signaler, c'est qu'on est quand même dans une approche de plus en plus raisonnable et vertueuse. C'est-à-dire, je pense que tous les élus ont compris qu'on ne pouvait pas continuer ce modèle à l'infini de consommation horizontale des espaces agricoles et naturels. Donc, on travaille avec nos amis de l'EPF sur la politique de reconstruire la ville sur la ville, donc de ménager de plus en plus ces terres agricoles. Bon, ce qui est fait est fait, il y a des dégâts qui ont été faits, mais il faut quand même dire qu'aujourd'hui, les schémas d'aménagement, les PLU prennent beaucoup mieux en compte la stratégie de territoire et la préservation des terres agricoles. Donc, pour résumer, quand même, la transmission, c'est aussi une piste pour l'aide à l'installation, si on veut, c'est pour résumer un peu. Mais les installations, il y a soit une transmission, soit une installation qui Brut, vient, mais dans tous les cas, j'ai envie de dire que c'est une transmission, parce que ce soit issu du milieu agricole ou non issu du milieu agricole, il y a une transmission, il y avait forcément l'agriculteur à la base. Donc voilà, après les pistes sont choisies, mais je pense qu'on en revient là-dessus, c'est vraiment anticiper. Ouais. C'est-à-dire de se dire, à court ou moyen terme, j'ai un repreneur au sein de la famille, je ne l'ai pas, et commencer à dire, voilà, qu'est-ce que je vais faire de mon patrimoine, qu'est-ce que je vais faire de mes terres agricoles demain. Et là, pareil, les agriculteurs qui souhaitent, ou les agricultrices, pardon, qui souhaitent transmettre, viennent vers vous, vers il y a un point accueil comme là, il peut c'est y le avoir... point accueil transmission, D'accord, qui existe, qui est à la Chambre d'agriculture. Dans toutes les chambres d'agriculture. Donc c'est gratuit, c'est le même principe que le point accueil installation, donc accueil, information, orientation. D'accord. Et puis et on donne là toutes les clés à l'agriculteur ou l'agricultrice qui veut transmettre, les avantages et les inconvénients, bien entendu. Tout à fait. J'imagine. Il y a un plan d'action personnalisé qui est fait pour chaque personne qui se présente au point accueil transmission. D'accord. Un mot, effectivement, pour vous dire que donc, parmi nos partenaires, on a la MSA. Et la MSA qui est comme vous, qui aide à l'accompagnement, parce que c'est important de le dire, qui aide à l'accompagnement et aux installations et aussi à la transmission. Donc on n'a pas d'interlocuteur là, mais effectivement c'est un élément de plus. C'est une institution, enfin un élément. Enfin, il y a ils sont présents eux aussi. À ce propos, peut-être Madame Astruc, vous vouliez peut-être réagir. Je voulais juste préciser que justement, c'est important quand même de le dire. Au niveau du point accueil transmission, ça fédère, en fait, c'est dans les chambres d'agriculture, mais ça fédère différents partenaires. D'accord. Qui vont être utiles à la personne qui souhaite transmettre. Donc notamment, il y a la MSA, mais il y a aussi la SAFER, les coopératives, etc. Enfin, il y a les JA aussi en font partie. Alors, une dernière question, et je m'adresse à vous tous. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux cumuler toutes ces aides? Parce que là, on parle d'aides, et il y en a eu, vous avez chacun apporté votre pierre à l'édifice. Est-ce que quand je veux m'installer, je peux bénéficier de toutes ces aides-là, ou une ou l'autre, ou pas toutes? Comment ça marche? Concernant le fonds d'aide à l'installation de la SAFER, c'est très simple, bien entendu. Non seulement on peut cumuler, mais il s'inscrit, comme je l'ai dit, dans les critères. Donc il y a tout à fait possibilité de cumuler à ce niveau-là. Pareil. Oui, donc la dotation jeune agriculteur, donc c'est un dispositif à l'installation sur 4 ans. Et derrière, on peut prétendre bien sûr donc, aux aides de la SAFER, mais aussi tout l'accompagnement des chambres d'agriculture, de la MSA, etc. Donc, ça ouvre aussi des aides européennes, par exemple. La DGA est une aide européenne. La DGA, oui, effectivement, mais qui est liée pas forcément... Il n'y a pas des aides spécifiques de l'Europe pour l'aménagement ou des choses comme ça? Si vous voulez. Ouais. Alors en fait, nous, par exemple, dans le cadre du dispositif de la région dans lequel on intervient, d'accompagnement à l'installation, on est financé région Occitanie, mais également Fonds social européen. D'accord. Donc par exemple, les sessions collectives d'accompagnement à l'émergence, il y a du financement européen dedans. D'accord. Madame Biard, vous confirmez, pareil, c'est la même chose pour la région? Oui, effectivement, oui. Je confirme. Et puis, la DGA est une aide qui donne aussi des priorités pour l'accès à d'autres aides. Alors, des priorités, oui, mais peut-être des majorations sur certaines aides aussi, notamment d'autres aides, je pense, aux aides aux investissements, notamment.
D'accord. Ce que confirme Rémi. Oui, en fait, effectivement, étant donné qu'on a la preuve de ce dispositif marche et vraiment des installations viables, etc., ça permet aussi d'avoir des majorations sur toutes les aides. Donc à chaque fois, on insiste vraiment que les JA soient prioritaires dans des ordres de critères, par exemple, mais aussi avec des aides majorées, parce on sait que c'est des vraies installations, qu'il y a derrière une viabilité, qu'il y a une agriculture, une économie. Donc on insiste là-dessus et ça nous permet, à chaque fois qu'il y a une aide, de les revaloriser. Et par exemple, la SAFER, il y a un accès privilégié pour ceux qui prennent le dispositif à l'installation. Donc pour résumer, inciter à aller au point installation, au point accueil transmission. Il y a tous les éléments, tout sera là, tout est regroupé. Messieurs, dames, je vous remercie pour ce débat qui était fort riche. Je vous remercie beaucoup. Deux petites choses. Donc, annoncer deux rendez-vous. Le premier qui est ce soir en direct à 19h. Nous avons monté un petit peu dans l'urgence un débat spécial autour du coup de gel qui a frappé la région et réfléchir un petit peu aux perspectives. Comment on peut rebondir aujourd'hui face à ça et peut-être évoquer effectivement les changements climatiques et demain, parce que effectivement ce gel n'est peut-être pas le seul, on pourrait en avoir dans les années à venir. Et en attendant, il a frappé une grande partie de la région, il va falloir rebondir. Donc voilà, quels sont les outils, comment on va pouvoir rebondir. Donc un débat à 19h ce soir en direct animé par Olivier Biscay. Nous, on se retrouvera le 26 mai pour un autre débat. Alors, celui-là, il sera autour de l'alimentation. Comment bien manger. On parlera éventuellement des circuits courts, entre autres, qui se développent de plus en plus avec la pandémie. On a vu naître des circuits courts et une nouvelle forme d'achat, de commercialisation. Donc voilà, on parlera de comment bien manger. Je tiens à remercier également les partenaires du Lab 3A. Pardon, c'est pas grave, ça ne va pas aller plus loin. Les partenaires que sont la Chambre d'agriculture Occitanie, la Chambre d'agriculture Hérault, la Chambre d'agriculture du Gard, la Chambre d'agriculture de l'Aveyron, la SAFER, le Groupama Méditerranée, je vous remercie en tout cas d'être présent, la MSA, la Coopérative agricole Occitanie, les vignerons indépendants, BRL, Montpellier Méditerranée Métropole et AIFA Group qui vient de nous rejoindre. Merci beaucoup, je vous remercie et au 26 mai prochain. Merci.